dimanche 28 février 2010. La France se réveille hébétée, de l'eau jusqu'aux yeux. Elle vient de subir un phénomène météo rare. La tempête Xynthia a littéralement submergé son littoral atlantique. La mer a emporté les digues, noyé des milliers d'hectares agricoles, mais surtout fait 47 victimes dont la plupart, surprises dans leur sommeil, sont mortes noyées dans des maisons construites sous le niveau de la mer, sans que personne n'ait eu le temps de les secourir. Très vite, une petite commune se révèle être l'épicentre du drame. La Faute-sur-Mer concentre en effet 2/3 des victimes. 29 personnes sont mortes ici. L'enquête va rapidement pointer l'urbanisation frénétique qu'a connue ce territoire, un cumul de négligence et de fautes graves au mépris de la sécurité des habitants. Quel dysfonctionnement conduit à la mort de dizaines de personnes qui se croyaient protégées? Comment lutter contre la fièvre immobilière de notre littoral? Et enfin, sommes-nous aujourd'hui à l'abri sur nos côtes françaises? Pourtant, tout le monde l'attendait de pied ferme, la tempête Xynthia. Qui a fait au moins 150 La morts. veille du drame, et sur elle ses s'invite même conséquences. sur le plateau du JT. La France, elle se prépare à affronter dès ce soir une violente tempête qui devrait toucher l'ensemble du pays. 4 départements sont sous le coup de la vigilance rouge de Météo France, dont la Charente-Maritime. Alerte rouge. Le pompier. Que veut dire l'alerte rouge? Ça veut dire qu'il va y avoir une tempête que la France a rarement connue. C'est la première fois qu'une alerte rouge est déclenchée en France depuis la mise en place de ces seuils d'alerte. Donc on sait qu'il va se passer quelque chose de grave et on pense à la tempête de 99. Sur la côte, les autorités sont sur le pied de guerre. Les médias font le déplacement, mais ce qu'on attend, ce sont surtout les dégâts causés par le vent. La protection civile est en alerte. Il faut sortir tout le matériel, groupe électrogène et tronçonneuse pour les branches d'arbres. On a alerté l'ensemble des secours du département, on a fait vérifier les matériels. Bref, on s'est préparé à une tempête au cours de l'après-midi du samedi. On était en rouge. Et d'ailleurs, je me dis, tiens, donc on n'a pas vu, la télé à un moment elle marchait, mais elle était, donc mon mari a dit oh là là ça va souffler. Je me rappelle pas il me semble qu'il a parlé de rouge, mais on est resté comme ça, on a été averti par personne, on n'a pas bougé, donc on est resté comme on était. Vers 1h du matin, la tempête arrive sur les côtes françaises. À La Rochelle, les premières vagues débordent sur le port. À partir de minuit, nous commençons à recevoir des appels tels que nous l'avions prévu, des appels liés à la tempête. Donc des arbres sur la voie publique, des fils électriques, des volets qui claquent, etc., etc. Et à 3h30, les appels deviennent très anxiogènes et on comprend que l'eau monte dans les maisons, en particulier à la Faute-sur-Mer. Donc à 3h30, le phénomène bascule, notre scénario bascule, et on sait qu'on n'est plus dans un phénomène de tempête, mais dans un phénomène d'inondation. Car sur la côte se cumulent alors plusieurs phénomènes aggravants. Le niveau de la mer est légèrement surélevé en raison de basses pressions atmosphériques. Il l'est encore plus par un grand coefficient de marée ce jour-là, et à 3h du matin, quand la tempête arrive, c'est marée haute. Les vents de sud-ouest provoquent alors une onde de tempête et jettent d'énormes vagues sur le littoral. La mer gonflée et déchaînée déborde alors les digues qui protègent le rivage.
À la Faute-sur-Mer, sans bruit mais à une vitesse folle, la mer encercle les lotissements construits en contrebas et quand les habitants se réveillent, ils ont déjà les pieds dans l'eau. Je suis allée chercher le petit, l'eau arrivait déjà dans le lit, parapluie, mais il n'était pas mouillé. Mais ça arrivait, pour dire la vitesse à laquelle c'est arrivé. Alors du coup, je suis allée dans la cuisine, et qu'est-ce que j'ai fait? C'est complètement idiot, j'ai ouvert la porte. Le garage était rempli d'eau, et là, tout s'est déversé, On s'est retrouvé avec de l'eau à la taille, quoi. J'ai poussé un cri, je me souviens que j'ai poussé un cri, et on avait une porte qui donnait de l'autre côté, ça faisait comme un patio, une cour. La cour était pareil, de l'eau, plus d'1 mètre d'eau, quoi. Donc là, on n'avait pas d'issue, on ne pouvait pas sortir par là. On entendait les filles qui criaient de l'autre côté. Et mon mari arrive et regarde et me dit « Bon, écoute, je crois que c'est les digues qui ont claqué. On est fichu. » Il dit « De toute façon, là, au stade où on en est, on est fichu. » À l'Aiguillon, l'eau se répand loin dans les terres. Mais à la Faute, la mer coincée entre les deux digues monte inexorablement dans les maisons, jusqu'à atteindre 2,80 m dans certaines d'entre elles. Je suis montée sur la poignée de fenêtre avec le petit et je me suis accrochée à la porte. La porte entrouverte, vous savez, donc j'étais sur la poignée de fenêtre. Je me tenais avec une main et de l'autre main, j'avais le petit sur ma hanche, que j'essayais de mettre le plus haut possible. L'eau a stagné pendant 10 minutes à peu près, 10 minutes, un quart d'heure à 1 mètre, 1 mètre 20. Puis d'un seul coup, l'eau est remontée très très rapidement. Et puis là, j'ai dit, il faut partir, il faut qu'on parte. On est arrivé, on est passé à ça déjà dans le couloir, au niveau de la porte, on est passé à ça. Quand on était aux tuiles, la maison était remplie d'eau, quoi. Donc ça s'est joué à quelques secondes. Quand on était sur le toit, il y avait des gens qui criaient. On voyait des lampes de poche, des gens qui faisaient signe. Enfin, c'était la fin du monde. On voyait plus les maisons, on voyait que les tuiles. Il n'y avait plus un blanc de maison. C'était la mer. Et je regardais le ciel et je me disais, mais même un hélicoptère ne peut même pas venir. Un bateau ne peut pas, parce que c'était pas possible. Quand on voyait la violence de l'eau, c'était pas possible. Les secours convergent vers la Faute-sur-Mer et l'Aiguillon, tentent désespérément de pénétrer dans les lotissements engloutis, sauvant qui peut l'être. Et mon mari est venu me rejoindre en disant « Je me sens pas bien ». Alors là, on a pu parler un peu, parce que j'ai bien vu que c'était terminé. De toute façon, les enfants ne descendaient pas. Donc, on a pu parler. Il m'a dit « Je m'en vais », mais j'ai dit « Nous aussi, on va partir ». Quand j'ai pu entendre du bruit, j'ai compris que c'était terminé. Et le petit, lui, était accroché à moi, donc je suis restée toujours sur sa porte. Et à un moment, le petit m'a dit « Nani, j'ai froid ». Et puis, il est tombé. Donc, il est tombé sur moi. Et puis, je me suis noyée et je me suis réveillée à l'hôpital. Toute la journée, l'immense opération de secours se poursuit, mobilisant 500 pompiers venus de 25 départements, qui progressent maison par maison. On sauve, entre guillemets, 765 victimes qu'on récupère donc par hélicoptère, par bateau, avec tous les moyens disponibles, avec nos ambulances, etc. Voilà, donc c'est considérable le nombre de victimes qu'on a récupérées, enfin qu'on a traitées et qu'on a gérées. Passé la sidération, le scandale saute aux yeux de tous. Des 47 victimes françaises de Xynthia, 29 sont issues de la Faute-sur-Mer, de 4 lotissements mitoyens construits très en dessous du niveau de la mer, dans des maisons sans étage où se réfugier et derrière une digue qui s'est révélée trop basse. Devant l'ampleur du drame, Nicolas Sarkozy prend un arrêté de catastrophe naturelle. Mais surtout, très rapidement, une zone noire est délimitée, à l'intérieur de laquelle toutes les maisons doivent être détruites. 3 mois après, les travaux de démolition débutent. La commune perd 30% de ses habitants. L'enquête commence alors sur un territoire traumatisé. Alors là, on est dans la Tuvette, c'est-à-dire qu'on traverse la Tuvette, c'est la seule route qui est encore accessible au public. C'est là où il y avait initialement les 600 maisons qui ont été déconstruites. L'association de victimes. Et c'est là où s'est passé
le drame où il y a eu les 29 victimes. Quelques jours après, avec, on va dire, la possibilité que les gens soient un peu plus posés, la question commence à se poser de savoir pourquoi pourquoi il y a eu 29 morts, pourquoi il y a eu 2,80 m d'eau dans ces secteurs-là, pourquoi finalement c'est qu'à la faute que ça s'est passé, quoi. Pourquoi ça s'est pas passé au Sable ou à La Rochelle ou je ne sais où. Et là, on commence à réagir en disant, il y a peut-être eu effectivement des choses pas correctes de fait localement. Que s'est-il passé à La Faute-sur-Mer? L'instruction va mettre en cause principalement 3 personnes. Le maire, René Maratier, son adjointe, présidente de la commission d'urbanisme de la commune, Françoise Babin, et enfin le fils de celle-ci, Philippe Babin, président de l'association syndicale propriétaire de la digue submergée. Météo France a fait son job. Et je crois que tout le monde l'a reconnu. L'avocate. C'était à la fois une tempête de caractère exceptionnel, puisqu'on était en alerte rouge, c'était la première fois, et en même temps un risque de surverse, d'1 mètre, voire plus. Donc tout ça a été transmis. Alors ensuite, effectivement, comment est-ce que ça s'est passé entre le niveau de la préfecture et le niveau des communes, et comment ça s'est passé entre le niveau des communes et le niveau des gens? Alors, et c'est là où il y a des problèmes. La première chose qui est reprochée au maire, c'est de ne pas avoir donné l'alerte pourtant transmise par la préfecture. Je vous dis, il suffisait de prévenir une famille, une personne, et je pense que tout le monde aurait fait dire attention danger. On a été prévenu de rien. Ça n'aurait pas empêché la submersion, je suis très claire. Est-ce qu'on serait resté dans les maisons? J'en sais rien, mais je sais que mon petit-fils aurait dormi à l'étage. Il ne serait pas resté, si on avait une notion de danger quelle qu'elle soit, j'aurais pas laissé cet enfant au rez-de-chaussée. Comment un maire pouvait avoir une attitude pareille? Je comprends pas. Il est alerté dès la veille au soir qu'il y avait une alerte orange qui passe à rouge. De toute façon, il l'entend par la radio. Bon. Il a un SMS, il ne fait rien. Il ne donne aucune information à la population. Il ne prévoit aucune mesure d'accueil des gens s'il y a un problème. Il sait qu'il a des digues hyper fragiles. Il ne demande rien à la surveillance de la digue. Il passe à la mairie quand même le samedi matin. Mais il ne va pas regarder les mails qui sont arrivés parce que, soi-disant, il ne sait pas ouvrir la machine. Donc, les habitants n'ont eu d'informations que par la météo. Mais au-delà de la question de l'alerte, l'instruction va mettre au jour une urbanisation frénétique de la commune. Car l'histoire de La Faute-sur-Mer, c'est l'histoire typique du balnéaire à la française. L'histoire presque banale d'une petite station du littoral, développée dans les années 50 et qui a rendu peu à peu ces terrains agricoles constructibles, alignant au fil des ans de nouveaux lotissements, toujours plus serrés et toujours plus près de la mer. Sauf qu'ici, sur cette langue de sable prise entre l'océan et le fleuve, la frénésie immobilière s'est faite sur des terrains submersibles. Certaines personnes se posaient ouvertement, posaient la problématique en disant est-ce que c'est bien utile d'urbaniser dans des zones où il y a des présalés, quoi. Il y avait des vaches avec les pieds dans l'eau en permanence, hein. Et effectivement, la question se posait. Maintenant, après, on n'imaginait pas évidemment le risque qu'on encourait à cet endroit-là. Quand l'eau a stagné le matin, on s'est dit dans quoi ils nous ont mis. C'est vrai que on s'est rendu compte très très vite du danger auquel ils nous ont exposés. Le jour même. Le jour même. Moi, je leur en ai voulu. Je me suis dit, pourquoi ils nous ont laissé construire là, quoi? Comment ils ont pu vendre des terrains inondables? C'était même submersible, c'était même pas inondable. Pourtant, conformément à la loi Barnier de 1995, la préfecture tentait depuis plusieurs années d'imposer un plan de prévention des risques d'inondation à la commune, un PPRI visant à limiter son urbanisation galopante. C'est en 2001 que l'État prescrit un PPRI dans cette commune et qui s'appuie sur des cartes et des études qui ont été faites entre 1999 et 2000 et qui montrent que ce que l'on appelait la cuvette de la mort devait être une zone rouge totalement inconstructible. Monsieur Maratier et
son conseil municipal, ou tout au moins les 2-3 qui font la pluie et le beau temps au sein du conseil municipal, vont se battre pour changer la cartographie et obtenir que cette zone rouge inconstructible devienne constructible. Ce qui est assez incompréhensible, c'est que l'État accepte contre 2 engagements de la commune qui ne seront pas tenus, ni l'un ni l'autre. Le premier était de mettre en place un plan communal de sauvegarde, la PCS. Le second, de rehausser et de fortifier les digues. Il ne fera rien de tout cela. C'est alors que l'invraisemblable se produit. Malgré ces inquiétudes, l'État ferme les yeux sur tous les permis de construire qui arrivent de la Faute-sur-Mer pour être contrôlés. Bien qu'aucun ne soit conforme aux recommandations de la préfecture, le champ est laissé libre aux 2 élus. Jamais vu une commune où on délivre les permis de construire en 3 semaines, de manière systématique. C'est quand même très particulier, voire même 15 jours. C'est unique. En fait, il y a une personne qui dirigeait tout ça, c'est Madame Babin. Madame Babin, première adjointe depuis 1989, donc parfaitement au courant de tout, professionnelle de l'immobilier, puisque gérante puis actionnaire d'une agence de location, lotisseur, propriétaire des terrains, de pratiquement tous les terrains qui ont été lotis entre 1989 et 2012, est la première adjointe, présidente de la commission d'urbanisme. En une dizaine d'années, plus de 200 maisons sortent des présalés. Vendues moins de 200 000 € en 2003, elles ont tout pour séduire les petits propriétaires de cette commune modeste. Donc tout était bien fait, apparemment. Il y avait un remblai qui était remblé, donc surélevé un peu. 90 cm. Tout était bien fait. Ils étaient beaux, hein, les lotissements. Donc forcément, on avait tous envie d'acheter là. Pas loin de la mer. 10 minutes, un quart d'heure, on était à la plage. En fait, tout était fait pour que... C'était le paradis. C'était le paradis. On retenait que le paradis, en fait. Mais la mairie ne se serait pas contentée de fermer les yeux sur des permis approximatifs. Alertée à plusieurs reprises, elle n'aurait rien fait pour que le risque soit porté à la connaissance des habitants. On lui avait proposé de faire un audit de vulnérabilité des bâtiments, payé par le contribuable français. Il n'a pas voulu. Jusqu'au bout, on a nié, on était dans le déni, tout ça pour construire, parce que s'il y avait des gens qui étaient passés pour un diagnostic de vulnérabilité, je pense que quelque part, ça empêchait que d'autres personnes n'auraient pas acheté dans cette cuvette. Vous voyez ce que je veux dire? On n'aurait pas acheté pour construire. On a été considérés comme vulgairement comme des vaches à lait. Hein. Voilà, pour l'argent, il y a eu sciemment des informations qui ont été cachées. Parce que je pense que c'est pas très bon de dire qu'on est en zone inondable pour vendre des terrains, pour vendre des maisons. C'est enfin l'entretien défaillant de la digue, en contrebas de laquelle des centaines d'habitants se croyaient protégés, qui a été pointé à la Faute-sur-Mer. Ça n'a jamais été une digue, c'est un talus qui était renforcé avec les matériaux courants sur place pour protéger les animaux. Lorsque les lotissements ont été faits, la moindre des choses aurait été que dans les charges du lotissement, on intègre un renforcement et un rehaussement des digues pour permettre précisément la protection des habitations. Mais sauf que les lotisseurs n'avaient pas du tout envie de dépenser de l'argent pour cela. Donc ça n'a pas été fait. On voyait qu'elle s'affaissait depuis quelques années, parce qu'au début on voyait les mâts de bateaux. Et depuis, moi je dirais 3-4 ans, on commençait à voir quand même le bateau. On avait jamais réalisé que quand il y a une digue, il y a un risque. Et plus la digue est importante, plus le risque est élevé. On est dans un système de cupidité, incontestablement. Incontestablement. Alors, de cupidité, peut-être, j'emploie le mot peut-être, parce que tant que le jugement n'est pas définitif, je ne peux pas en dire davantage. Peut-être personnel pour la famille Babin, qui s'est quand même considérablement enrichie. J'ai fait dire à la barre à Madame Babin à peu près ce qu'elle avait pu toucher. C'est entre 6 et 10 millions d'euros. Hein. C'est dans ces niveaux-là, avec son fils. Monsieur Maratier, il n'y a aucune trace d'enrichissement personnel de quelque nature que ce soit. En revanche, une espèce de volonté mégalomane de faire croître une commune avec beaucoup de retombées financières pour cette commune, au-delà de ce que le bon sens permettait.
Le 12 décembre 2014, en première instance, le maire de la Faute-sur-Mer a été condamné à 4 ans de prison ferme. Son adjointe à 2 ans ferme et 75 000 € d'amende. Et le fils de cette dernière, président des propriétaires de la digue, à 18 mois ferme. Ils ont fait appel et sont toujours présumés innocents. Pourtant, ce jugement très lourd est historique. Une première en France et un cinglant coup d'arrêt aux élus tentés de contourner l'État. Ce qui est particulier dans ce dossier, c'est le système de la non-information, le système de la non-culture du risque, le système de l'occultation du risque, le système de j'avance quelles que soient les conséquences et je ne veux pas savoir. C'est ça qui est très particulier dans ce dossier et qui distingue le cas de la Faute-sur-Mer de celui des autres communes de France. Quelles leçons tirer de Xynthia? Où que ce soit sur nos côtes, en Manche, en Bretagne, en Méditerranée, sommes-nous à l'abri à l'heure où le réchauffement climatique élève de manière sensible le niveau de l'océan et grignote toujours plus nos côtes. Bien que le drame de Xynthia soit le résultat d'une accumulation particulièrement peu probable de fautes humaines, l'État a réalisé que le littoral français était une véritable passoire, source de danger pour ses riverains. Dès 2011, il lance un vaste plan national contre les submersions rapides. Prévision, prévention et protection, tous les niveaux de sécurité sont relevés. C'est un plan qui existe au niveau national, qui a été mis en place après Xynthia. Donc ça a été pour l'anniversaire malheureux de Xynthia. En février 2011, l'État a sorti une feuille de route qui est basée sur 4 axes. L'ingénieur. La maîtrise de l'urbanisation, l'alerte, l'amélioration de l'alerte, la résilience, c'est-à-dire la culture du risque par rapport aux gens, et enfin la protection des populations par des ouvrages. L'État s'est donc intéressé aux 8000 km de digues des côtes françaises. Fini les petits propriétaires incapables d'entretenir leurs biens. Après un audit national, les digues sont transférées aux communes ou communautés de communes, avec entretien obligatoire, contrôlé par l'État. L'idée étant que maintenant, quand on fait des travaux et que l'État subventionne un certain nombre de travaux, il s'assure que les travaux qui vont être faits vont être après entretenus. Mais la tempête de 2010 nous a surtout obligés à repenser notre rapport au littoral. Pour s'approcher plus près du rivage, on avait imaginé pouvoir contenir la mer. Mais la tempête a brisé et submergé les digues, déchiré les dunes et nous a obligés à reculer d'un pas. Le littoral, il est mobile par nature et il a besoin de bouger. Si on lui enlève un de ses degrés de liberté, il se fixe, mais ça a des impacts à côté. Donc on préfère maintenant réfléchir à comment remettre en arrière des protections plutôt qu'en front de mer. Sur des cordons dunaires, c'est vraiment très important de garder cette communication de système mobile entre la dune et la mer. Mais laisser la côte respirer est un défi majeur à l'heure où la pression foncière n'a jamais été aussi forte sur le littoral. On a 2 grands phénomènes. Le président de la mission d'information. Un qui est mondial, qui est planétaire, qui est ce qu'on appelle la littoralisation. La grande partie de la population mondiale s'agrège autour des estuaires, autour des côtes. C'est pas seulement un phénomène français, c'est un phénomène mondial. Donc il y a plus de population qui vient justement là où il peut y avoir des submersions marines. Deuxième phénomène, c'est, comme je vous l'indiquais, l'augmentation du niveau de la mer. Je parlais de 19 cm dans le XXe siècle, mais on parle d'au moins 40-50 cm pour le XXIe siècle. Mais je pense qu'il va falloir s'habituer à n'avoir plus de maisons en bord de mer. Peut-être à quelques dizaines, quelques centaines de mètres de la mer. Donc d'avoir un urbanisme un peu plus éloigné, je pense que c'est totalement inévitable. Que de toute façon, maintenant, les problèmes d'assurance vont se poser pour tous les gens qui sont dans des zones dangereuses, c'est-à-dire que ça va coûter très très cher. Que vous allez avoir de plus en plus de zones inconstructibles, donc de maisons qui vont être difficilement cessibles. Donc si vous voulez, je pense que de toute façon, la logique économique elle-même va rentrer dans le jeu pour dissuader de construire en bord de mer.
Pour éviter que la pression immobilière ne se fasse aux dépens des habitants, l'État a renforcé de manière drastique l'instruction des permis de construire. La forme que prend ce critère d'instruction, c'est le plan de prévention des risques littoraux ou des risques d'inondation. Le représentant de l'État. Et ce sont des documents extrêmement précis en termes de cartographie, mais aussi en termes de conditions de construction, puisque tout n'est pas absolument interdit, même en zone rouge, qui est la zone de danger la plus élevée, mais doit respecter à ce moment-là des conditions extrêmement drastiques, de façon à protéger les biens et les personnes. Désormais, toutes les constructions menacées de submersion doivent se doter d'une zone refuge, une pièce en hauteur facilement accessible. À Météo France aussi, on a revu sa copie. En 2011, l'alerte vague submersion a été créée en référence à Xynthia. Elle est couplée avec d'autres outils à l'échelle locale. On dispose aujourd'hui de cartes, d'une cartographie performante et en particulier une cartographie en 3 dimensions. C'est ce qu'on appelle le litho 3D. Et donc, à partir de niveau de montée des eaux, on peut visualiser les conséquences de cette montée des eaux. On peut visualiser les maisons qui risquent d'être inondées de celles qui ne le seront pas parce qu'elles sont en hauteur, etc. Et donc ça, c'est une avancée considérable. Alors on a également beaucoup travaillé sur les plans communaux de sauvegarde. Les plans communaux de sauvegarde donc, sont élaborés par le maire, sous l'autorité du préfet, avec la participation des sapeurs-pompiers. Et donc aujourd'hui, dans chaque commune, en tout cas concernée par un risque, et quel que soit le type d'alerte d'ailleurs, le maire a réfléchi à une organisation dans sa commune des secours. Mais c'est certainement la mémoire des événements qui garantit que chacun ait conscience des dangers auxquels il s'expose. Une mémoire d'autant plus difficile à entretenir que les habitants du littoral sont de plus en plus de nouveaux arrivants. En France, dans nos sociétés avancées, on pense toujours que l'homme maîtrise la nature et qu'on a une culture du risque qui est proche de celle de zéro, si j'ose dire. Parce qu'on est intoxiqué par ce fait que nos sociétés technologiques s'estiment toutes puissantes et qu'elles parviennent à maîtriser la nature. Et tout ça crée une atmosphère de déni vis-à-vis du risque. Mais c'est très largement, je trouve, collectif. C'est pas seulement en Vendée, c'est pas seulement sur le littoral non plus. Depuis 2011, il n'y a eu aucune alerte vague submersion de niveau rouge. Si de nombreuses mesures ont bien été prises, nous n'avons que peu d'éléments pour évaluer l'émergence d'une culture du risque dans notre pays.